Jeanne par Catulle Mendès. Ce soir-là, sous les poutres de la chambre basse, devant un feu de chèvenote encore mouillé, qui pétille plus qu'il ne flambe et fume plus qu'il ne pétille, la mère, tout en filant, contait de très belles histoires. Tandis que Jean d'Arc, le père, debout contre le mur, aiguisait d'un caillou, pour la besogne du lendemain, l'acier plat d'un outil à retourner la terre. Elle savait beaucoup de choses, la fileuse, parce qu'elle lisait souvent dans des livres de dévotion et parce qu'elle avait fait le pèlerinage de Rome. C'était à cause de ce voyage qu'on l'appelait la Romée. Elle comptait donc, en faisant virer le lin entre ses doigts mouillés, et les enfants en groupe, l'aîné accoudé aux genoux de sa mère, le menton sur les poings, écoutaient de toutes leurs oreilles, les yeux ravis, avec de petits cris qui s'extasient. Mais Jeanne, la cadette du cadet, était assise sur un escabeau dans le coin le plus obscur de la chambre. Elle avait les mains jointes comme pour la prière, et tenait la tête levée comme si elle eût contemplé à travers la fumée, au lieu du plafond, le ciel. Quand les chèvenotes, tout à coup, s'allumaient avec un éclaboussement d'étincelles, on voyait dans le rayonnement de son visage, vite effacé, une pâleur de fleurs chétives et de larmes qui tombaient comme 2 gouttes de rosée. La Romée compta. En ce temps-là, l'enfant Jésus jouait sur les bords du fleuve avec ses petits compagnons. Et cela n'était pas bien parce que c'était le jour du sabbat. Un homme qui passait alla dire à saint Joseph « Vous devriez corriger votre fils qui se divertit, le jour du Seigneur, à faire des tas de sable près de l'eau. C'est une chose qui est défendue. » Saint Joseph alla vers les bords du fleuve. Il vit que l'enfant Jésus faisait véritablement ce que l'homme avait dit. Il entra dans une grande colère et lui ordonna de revenir à la maison. Mais l'enfant Jésus, irrité d'être grondé, tapa du pied en jetant en l'air le sable qu'il avait dans les mains. Et les poignées de sable furent de beaux oiseaux qui s'envolèrent en chantant. Cependant, Jean d'Arc avait achevé d'aiguiser l'outil de labour. Malgré les belles histoires, les enfants sentaient se baisser leurs paupières. Jeanne se leva, et après les souhaits de bon sommeil, elle monta dans sa chambre, ou à genoux sur le lit, devant les images des saints, parlant quelquefois à voix basse avec l'air de répondre à d'invisibles anges. Elle resta en prière jusqu'à l'heure où chante le coq matinal, dont la voix grêle et déchirante est comme le cri du jour nouveau-né qui s'éveille. Elle allait souvent, après la messe entendue, s'asseoir au bord d'un champ, sur les ruines de quelques masures. Elle regardait les portes défoncées de la demeure vide, le lit brisé sous le toit qui s'effondre, et le bâillement noir de la cave sans futaille et la huche où l'on a volé le pain, car le temps était dur, alors, pour les paysans de France. Trop souvent, par bandes farouches, des hommes habillés de fer ou de bronze qui sonnent, et criant dans une langue que l'on n'entend point, bondissaient de la ravine ou de la lisière du bois, et se ruaient dans le village, effrénés, hideux, incendiant les granges, les chaumières, étranglant les vieillards, pillant et carnageant, et c'était une grande pitié. Jeanne pleurait de voir autour d'elle tant de reliques désolées. Elle pleurait bien plus en songeant qu'il en était ainsi dans toute la France. Mais bientôt elle relevait le front, et des lueurs, dans les larmes, illuminaient ses yeux. C'était qu'elle entendait, non de l'oreille, mais du cœur, dans le bruissement des feuilles, dans la fuite des souffles, dans le bruit même de la pierre d'un mur, qui tenait à peine et tombait, des voix qui lui donnaient des conseils d'espérance et de gloire, ou lui chantaient des prophéties, et c'était qu'elle voyait au loin, au-delà des campagnes heureuses et de florissantes cités, dans une brume de soleil dorant des piliers de cathédrale, un étendard de neige fleur-de-lysée où sont peints Dieu et les anges et qui se penche, parmi l'encens, sur la tête d'un roi agenouillé. Un jour qu'elle s'était levée de grand matin, elle alla droit devant elle et marcha très longtemps. À l'orient rose d'aurore, il y avait des déchirements de nuées, des blancheurs sur la route, sur la plaine, sur la verdure tremblante des bois, étaient comme des écharpes qui traîneraient du ciel sur la terre. Puis ce fut le grand jour, vaste et resplendissant, avec l'or lumineux des blés, et les forêts pareilles à d'immenses bûchers d'émeraude dans tout l'espace ensoleillé. Elle avait tant marché qu'elle arriva au bord d'une petite rivière, dans une oseraie, où il y avait des roses en si grand nombre qu'elle n'en avait jamais tant vues, et si belles qu'elle ne croyait pas qu'il y en eût de semblables. Elle s'arrêta. Elle était au milieu de toutes les roses, si pâle comme un grand lys. Mais elle ne s'était pas arrêtée à cause des belles fleurs ni du vent parfumé. Ce qui l'empêchait d'aller plus loin, c'était qu'au-delà de la rivière, ce n'était plus la France. Elle s'assit au bord de l'eau, sur le sable.
Elle sourit. Elle se souvenait du conte qu'avait dit la Romée. Elle se le raconta à elle-même, le trouvant joli. On sera un héros, mais on est une petite fille. Elle prit du sable dans ses mains et le jeta en l'air. Oh, miracle! La poignée de sable fut un chardonneret. Elle en jeta une autre, et ce fut une linotte. Une autre, et ce fut une fauvette. Une autre, et ce fut un pinson. Une autre, et ce fut un rossignol, qui alla rossignoler dans le rosier voisin, de sorte que bientôt elle se vit enveloppée, car les oiseaux ne fuyaient pas, d'une nuée gazouillante où battaient des ailes de toutes les couleurs. Elle s'amusa quelque temps d'écouter les chansons et de voir briller les plumes. Puis elle dit avec douceur, « Allez, partez, petits oiseaux, je vous aime et vous êtes jolis, mais vous ne devez pas rester toujours auprès de moi. Puisque vous avez pris vie, il faut que vous songiez à voler dans les hauteurs du ciel, à faire vos nids dans les arbres. Allez, petits oiseaux, du côté où le vent vous pousse. » Ce fut comme si elle n'eût rien dit, il ne cessait de pépier et de volter autour d'elle, se posant dans ses cheveux ou sur ses épaules, lui becquetant l'oreille ou la lèvre. Et la fauvette gazouilla enfin. « Non, nous n'irons pas du côté où le vent nous pousse, parce que là-bas, ce n'est plus la terre de France, d'où nous sommes nés, et nous resterons avec toi toujours. » Ils la suivirent partout. Ils planaient autour d'elle lorsqu'elle dit au dauphin Charles « Je te dis de la part de messire que tu es fils de roi, et vrai héritier de France. » Autour d'elle, lorsqu'elle entra dans Orléans, sous une armure blanche où rougeoyait la lueur des torches, avec son cortège de reîtres et de capitaines, autour d'elle, lorsqu'elle assaillit les bastilles anglaises, il ramageait dans le fracas des guerres et voltigeait parmi les flèches. Quand elle tomba dans le fossé, le cou saignant, ce furent eux qui, de leurs petites pattes, retirèrent le trait, et ils firent tant de cris qu'on accourut et qu'on emporta Jeanne. La fauvette, en chemin du bout du bec, lui mettait sur la blessure du duvet qu'elle s'arrachait de l'aile. Ils étaient là, le jour du triomphe, dans les cantiques et l'encens, à voir frissonner leurs plumes sur l'étendard de neige fleur-de-lysée où sont peints Dieu et les anges. On croyait que la bannière s'éparpillait en oiseaux. Invisibles au bourreau, ils eurent pour volière, comme elle pour prison, la cage de fer dans la grande tour du château où ils étaient là encore, lorsque le bûcher s'alluma. « Allez, partez, petits oiseaux, dit-elle. Vous m'avez fidèlement suivi et je vous dois un grand remerciement. Mais il faut que vous me quittiez aujourd'hui, car les flammes grandissantes brûleraient vos jolies ailes. Allez, petits oiseaux, du côté où le vent vous pousse. » Ce fut comme si elle n'avait rien dit. Il ne cessait de pépier et de voler dans le feu et les fumées, se posant sur ses cheveux ou sur ses épaules, lui becquetant l'oreille ou la lèvre, tant qu'enfin leurs plumes s'allumèrent aux flammes et qu'ils tombèrent un à un comme des fleurs de rubis dans les braises. Puis, la foule s'étant éloignée, ce fut sur la place, autour du bûcher, avec le silence et la solitude, la nuit. Personne. Dans l'ombre, la lune qui regarde. Seulement, sur les débris encore fumants, où s'étaient mêlées les cendres légères de la Vierge et des oiseaux, cendres de lys et cendres de duvet, il y eut comme un frissonnement de vie. La pâle poussière s'anima, s'enfla, prit forme, devint peu à peu de grandes plumes palpitantes autour d'une jeune fille pâle qui sourit de s'éveiller. Et les oiseaux, à présent, n'étaient plus des pinsons, ni des linos, ni des fauvettes. C'étaient des anges, qui, dans un déploiement de grandes ailes blanches, emportaient Jeanne vers le beau paradis, cette France du ciel. Ainsi s'achève Jeanne de Catulle Mendès. Miss Carlino par Catulle Mendès. La petite Mignon gardait les moutons à l'ombre des châtaigniers très touffus qui mettent une ombre bleue sur leur verre de la gazonnière. L'air brûlant de midi était frais sous les branches, avec une odeur de terre et de sève. Il y avait des bergeronnettes qui sautelaient en hochant leurs longues queues gris-perle derrière les bêtes paissantes, volaient parfois sur la toison, donnaient un coup de bec, s'enfuyaient dans un joli cri pas trop loin. Mignon, les pieds nus, roses çà et là de piqûres de ronces, habillée d'un jupon de cotonnade rouge et d'une chemise de grosse toile écrue, était assise au pied d'un arbre. Elle avait sur les genoux un agneau nouveau-né, et près d'elle, couché dans l'herbe, un chien de berger, fauve, hérissé, qui dormait, la gueule sur ses pattes, avec des grognements sourds, quelquefois, comme s'il eût rêvé du loup. Elle avait 9 ou 10 ans, toute petite, des yeux vagues, un peu gros, qui rit, sous une tignasse brune, dans une face hâlée,
des maigreurs qui sortent de la chemise basse et trouées au coude, elle regardait d'un air ravi, tout en caressant l'agneau qui bêlait doucement, le sautillement des oiseaux dans l'herbe, le pêle-mêle des moutons qui vont de touffe en touffe, le va-et-vient sombre et doux des verdures, solennel comme une bénédiction. En regardant, elle riait, avec une joie paisible, qui ne demande rien de plus. Du bout de l'orteil, elle taquinait par instants le chien ensommeillé auprès d'elle, lui chatouillant le nez, lui rebroussant l'oreille. Le chien secouait la tête, se levait un peu sur les pattes de devant, bâillait, se recouchait, et longtemps avant de se rendormir, léchait le pied nu de Mion. Elle riait toujours, ravie. Comme elle n'avait rien appris des choses de la vie dans ce pays éloigné des chemins de fer et des villes, Mion se trouvait très heureuse. N'avait jamais imaginé qu'il existât d'autres plaisirs que de jouer avec les agnelles et de voir voler les oiseaux. Soupçonnait-elle qu'il y a des poupées, des cerceaux, des jeux de grâce, des raquettes? Point du tout. Et ne sachant pas lire, qui donc eût perdu le temps à la rendre savante, elle n'avait aucun de ces rêves que laisse dans les jeunes esprits l'histoire des belles aux cheveux d'or et des cendrillons protégés par les fées. Il y avait, entre ces agneaux et elle, cette différence qu'elle parlait et qu'il bêlait, différence à peine sensible, car, à force de s'entretenir avec eux, elle avait fini par avoir dans ses paroles, qui s'ordonnaient rarement en phrases, je ne sais quelle plainte traînante, comme un prolongement étiré de son, presque animal, très doux. Le seul chagrin qu'elle connût, c'était de rentrer le soir à la ferme où son oncle et sa tante étaient domestiques. Là, il lui fallait s'asseoir à une table, causer avec des personnes. Mais, après souper, elle se gardait bien de monter dans le grenier où elle avait une espèce de grabat. Furtivement, elle gagnait les tables et sans se déshabiller, elle se couchait sur la paille, parmi le sommeil des bêtes, ayant pour oreiller quelques moutons complaisants, la tignasse dans la toison. Ce jour-là, comme tous les autres, fut charmant. Sans autre aventure que de courir après quelques brebis affolées par une piqûre de mouche et de partager avec le chien le pain noir trempé dans du lait. Puis l'ombre monta peu à peu, noircissant les troncs d'arbres, s'élevant dans les branches comme une buée obscure, et le troupeau, par le chemin étroit, entre les épines retombantes des haies, redescendit dans le val, dans un brouhaha de blancheur bondissante. Mion sautait aussi, de pierre en pierre, courbé un peu, s'aidant d'un bâton court, et c'était comme un agneau de plus qui rentrait à l'étable. Dès qu'elle eut mis le pied dans la cuisine de la ferme, « Voilà la petite !» dit la tante à un homme qui était assis près de la porte avec un air d'attendre. L'homme, un chapeau rond sur l'oreille, deux grosses bagues aux doigts, une grosse chaîne au gilet, se dressa, s'approcha de Mion, la prit par la ceinture du jupon rouge, l'éleva jusqu'aux poutres du plafond, la lâcha, la rattrapa de l'autre main, non point par la taille, mais par le pied, la fit virer 2 ou 3 fois, le corps étant la corde et la tête la fronde, la laissa retomber enfin, debout, sur les carreaux, et pendant qu'elle s'enfuyait dans un coin avec un cri d'épouvante, dit à la tante, d'une voix forte, « Convenu, c'est jeune, c'est maigre, c'est souple. Ainsi, signons le papier. 300 francs pour 2 ans, il n'y a plus à se dédire. Voilà une petite qui ne se doute pas de la chance qu'elle a. » Mion le regardait, stupéfaite, la bouche grande ouverte. Quand on lui eut expliqué que l'homme allait l'emmener pour faire d'elle une danseuse de corde, comme il y en a dans les foires, une saltimbanque enfin, elle se prit à sangloter et à verser de grosses larmes. Quitter son troupeau, jamais. Ne plus aller s'asseoir à côté du chien, l'agneau sur les genoux, dans l'ombre des châtaigniers, est-ce que c'était possible? Non, non, je ne veux pas. Et le lendemain, à l'aube, quand ce fut le moment du départ, il fallut l'emporter de l'étable, criant, se démenant, tendant ses petits bras maigres, avec une longue plainte, déchirée, bêlante, vers la porte entr'ouverte, où les moutons se pressaient en tumulte et bêlaient aussi de la voir s'en aller. Miss Carlino fut en très peu de temps une acrobate célèbre. Si jeune, si frêle, elle égalait en témérité et en adresse les plus extraordinaires gymnastes. Danser sur la corde raide, sans balancier, c'était un exercice médiocre auquel elle eût vite renoncé. Comme Léotard, comme Léonadard, elle se suspendait aux incertains trapèzes, les lâchait, les ressaisissait. On la mettait toute mignonne dans la gueule d'un canon et, hors d'un bruit formidable, hors d'une explosion d'éclairs et de fumée, elle s'élançait à travers l'air,
les bras pareils à des ailes ouvertes, un boulet qui serait un oiseau. C'était partout, à Londres, à Paris, à Vienne, dans les cirques, dans les hippodromes, des exclamations enthousiastes avec des cris de peur. Quand Miss Carlino planait sur toutes les têtes, s'enfilait, éblouissante de paillettes d'argent, parmi l'apothéose du gaz et de la lumière électrique. La gloire, toute la gloire, elle l'a connue. La petite Mignon pensait toujours à ses moutons sur la gazonnière, aux chiens fauves et hérissés dont elle taquinait le sommeil grognon sous l'ombre des châtaigniers. Même la splendeur des costumes de soie et des clinquants lumineux ne l'avait pas éblouie. Elle se revoyait, en pensée, les pieds nus, habillée d'un jupon de cotonnade rouge, d'une chemise de grosse toile écrue, et sans savoir qu'elle imitait le pâtre de la légende, elle conservait, dans la grande malle, sous ses habits de cirque, les loques de jadis, toujours chères, qui n'avaient pas perdu l'odeur des toisons caressées. Dans l'envolement gracieux d'un trapèze à l'autre, pendant cette minute dangereuse, où la moindre distraction peut-être, sinon la mort, du moins quelques membres rompus, il lui arrivait de songer au bondissement des bêtes blanches le long de la route descendante. Elle se disait que l'agneau devait avoir bien grandi depuis qu'elle était partie. Rentrée dans la coulisse ou dans l'écurie après les 3 rappels, on la voyait qui se mettait à pleurer, la tête entre les mains, gâtant de larmes son bel habit de baladine. Une seule espérance la soutenait dans son chagrin. 2 ans, c'était bien long, mais enfin, ce n'est pas toute la vie. Le contrat qui la liait au directeur de la troupe stipulait un engagement de 2 années. Elle serait libre plus tard. Avec quelle impatience elle attendait l'heure de la délivrance. Bien des mois se passèrent. Voyage, danger, triomphe. Elle comptait les semaines, les jours, comme le temps lui semblait long. Cependant, elle ne pleurait plus. Elle était presque gaie. C'était qu'à son compte le moment approchait où elle pourrait s'en retourner là-bas, près de ses bêtes. Tout arrive, même le bonheur. « Monsieur, dit-elle un soir, au moment de commencer ses exercices, c'est demain, n'est-ce pas, que je pourrai revenir chez nous ?» Mais l'homme eut un grand éclat de rire. « Plus souvent, dit-il. J'ai renouvelé le contrat avec tes parents et tu m'appartiens pour 5 ans encore. » Ce fut un coup terrible. Il lui sembla que quelque chose se cassait dans son cœur et qu'elle allait mourir. On la poussa dans le cirque. Il fallait qu'elle travaillât. Machinalement, comme dans une ivresse où l'on ne sait plus ce que l'on fait, elle prit la corde, se hissa. C'était possible. 5 ans encore, 5 ans. Elle s'assit sur le trapèze, se balança, songeant dans un trouble éperdu. Tant d'années, autant dire toujours. Elle ne reverrait jamais ses moutons sous les arbres. Le chien, quand elle reviendrait, serait mort. Elle lâcha l'un des trapèzes, empoigna l'autre, dans un bruit furieux d'applaudissements. Oh, c'est bravo comme elle les maudissait. Si elle n'était pas souple et hardie, on la laisserait partir. Les gens maladroits sont bien plus heureux. Les gens estropiés sont bien plus heureux encore. On ne les garde pas de force pour leur faire des tours. Le moment était venu où on la mettait dans la gueule du canon. Elle se glissa tout au fond. La musique se tut, comme il est de coutume pour le dernier ou le plus dangereux des exercices. Dans le silence, elle rêvait encore. Ah oui, être estropiée, boiteuse ou une jambe cassée. C'est ça qui serait une chance. La détonation éclata. Lancée avec force, Miss Carlino fendit l'air lumineux. Estropiée, estropiée, se disait-elle. Le trapèze était là, devant elle, remué, à portée de la main. Elle ne le saisit pas, et tomba sur le rebord d'un gradin parmi le recul des spectateurs épouvantés qui criaient. Il y a quelques mois, le sac sur le dos, un voyageur, peut-être un peintre, peut-être un poète, après avoir marché tout le matin dans un pays désert, très loin des chemins de fer et des villes, arriva sur un plateau gazonneux où une petite fille gardait les moutons à l'ombre des châtaigniers. Elle était assise au pied d'un arbre, ayant à côté d'elle un chien de berger, hérissé et fauve, la gueule sur les pattes. Elle riait, l'air content, en regardant ses bêtes. Le passant la considéra longtemps. Elle était charmante à voir ainsi, toute heureuse. Il y eut, brusquement, une émeute joyeuse parmi les moutons et les agneaux, des bêlements qui avaient l'air de rire. La petite bergère alors se leva, courut vers les animaux en gaieté
et se mit à sauter avec eux, dans une folie d'amusement. Et ce qu'il y avait de singulier, c'est qu'elle avait, sous l'un de ses bras, une petite béquille, qui ne la gênait pas du tout. Ainsi s'achève Miss Carlino de Catulle Mendes.